Ok, merci bien. Donc, je disais que le thème 7, c'est l'inflation et la théorie quantitative de la monnaie qui va compter quand même beaucoup pour le final. Vous avez besoin vraiment de comprendre. Donc, j'ai vu que l'exercice résume un peu, en gros, tout ce qui est essentiel. Donc, je vais juste aller avec les exercices, mais n'oubliez pas de lire les points en point parce qu'il y a certaines informations, certaines définitions que vous avez besoin de savoir si vous avez suivi les capsules vidéo que Julien a fait. Et n'hésitez pas à regarder encore donc, les diapositives qui sont sur Moodle. Mais l'exercice vous donne déjà quand même un bon résumé pour comprendre donc, ce chapitre-là. Et c'est important pour pouvoir bien faire donc, le final. Okay? Alors, ici, on nous donne un peu... donc, le premier exercice nous donne exactement donc, la méthode pour pouvoir calculer le taux d'inflation en considérant le poids vraiment de chaque bien dans le panier donc, de la ménagère. Donc, l'exercice dit les habitants d'un pays consomment 3 biens. Il y a les bagels, du saumon et des voitures. Okay? Maintenant, 60% de leur revenu est dépensé en voiture, 30% en saumon et 10% en bagel. Tu m'as dit, les voitures comptent pour 60% donc dans le panier de la consommation, les saumons comptent pour 30% dans le panier et les bagels comptent pour 10% donc dans le panier. Alors, on nous dit que le prix des bagels est passé de 3 à 6 dollars entre deux périodes, donc la période 1 et la période 2. Le prix du saumon est passé de 10 à 12 dollars, le prix des voitures de 500 à 450 dollars. Alors, la première question, c'est de calculer le taux de variation du prix de chacun des biens. Alors, ça, on a appris à faire ça donc, dans le thème 1. Comment est-ce qu'on arrive à calculer le taux de croissance d'une variable? Ici, c'est simple. On nous demande donc pour chaque bien. Donc, c'est simple de le faire pour chaque bien. Il faut juste prendre les voitures. On voit que c'est passé donc de 500 à 450. Donc, le prix final, c'est 500. Non, excusez-moi. Le prix final, c'est 450 divisé par le prix initial, excusez-moi, qui est 500 moins 1. Okay? C'est comme ça qu'on a appris à calculer le taux de croissance donc, de la voiture. Donc, je peux l'appeler GV. G de V. Alors, ça va être combien? 45 divisé par 50. Donc, ça fait 5, ça fait moins 10%. Moins 10%. Ah, OK. Oui, c'est ça. Donc, ça fait moins 10%. Quand vous calculez un peu pour le saumon, le prix passe donc de 10 à 12. Donc, ça va faire 12. 20% d'augmentation. Oui. Donc, ça fait 20%. OK. Ça fait 0,2 donc. Le prix du saumon, ça fait 0,2 donc 20%. Si vous calculez pour les bagels, donc ça passe de 3 à 6. Bon, là, on peut ne pas réfléchir. Donc, ça a doublé. Donc, ça fait 100%. Voilà. Donc, ça fait une augmentation de 100%. Alors, ça, c'est fait. OK. Après, on vous demande de calculer l'augmentation moyenne des prix dans l'économie. OK. Alors, donc, si on veut l'augmentation moyenne, donc il faut juste pondérer maintenant. Il faut mettre les points à côté donc, de chaque augmentation. Donc, l'augmentation moyenne qu'on appelle l'inflation, ça va faire 60% multiplié par moins 10%, donc moins 0,1 fois 60%, donc 0,6, ok, plus les saumons comptent 30%, le taux de croissance est 20%, donc ça fait 0,3 fois 0,2, plus 10% et les bagels, donc ça fait 0,1 fois 100% qui est 1. Donc ça va nous donner, ça donne quoi? Ça fait 10%. Ça fait 10%, n'est-ce pas? Oui. Je pense. Parce que les deux premiers vont s'annuler. Ça fait 10%. Bon, regardons les corriger. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Parce que ça fait une question de l'examen. On va vous donner un peu donc un panier de biens et puis on va vous dire, choisissez la bonne réponse. Le taux d'inflation est détend, le taux d'inflation est détend, le taux d'inflation est détend, le taux d'inflation est détend. Donc, à vous de savoir que, OK, vous devez prendre le poids de chacun. Vous devez calculer d'abord le taux de croissance de chaque bien et maintenant les multiplier par les poids respectifs. Et ça vous donnera votre taux d'inflation. OK, ça c'est une question qui va venir aussi. Alors, on nous dit, on fixe l'indice du prix en période 1 à 100. Quel est l'indice de prix en période 2? C'est juste une seule formule à utiliser encore. L'indice de prix, l'inflation par exemple, c'est l'indice de prix en période, je vais mettre I, en période 2, divisé par l'indice de prix en période 1, moins 1. Parce que l'inflation n'est rien d'autre que le taux de croissance de l'indice de prix. OK? Alors, si vous connaissez l'indice de prix en une période, vous pouvez retrouver l'indice de prix dans l'autre période. Donc, on sait que ça, c'est 10% pour toute l'économie. OK? Donc, 10%, ça fait l'indice de prix à la période 2 divisé par l'indice de prix à la période 1. Et l'indice de prix à la période 1, on le connaît, c'est 100. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de retrouver l'indice de prix à la période 2. Ça va bien, Samuel? OK. Oui, j'ai toussé, excusez. un petit hatchum. OK, d'accord. Donc, on aura alors l'indice de prix à la période 2. Donc, vous balancez donc le 1 de l'autre côté et puis vous multipliez par 100. Ça va faire 100 multiplié par 10% plus 1. OK? Donc, je pense que ça va faire 110. Si je me trompe. Ça fait 110. OK? Bon, ici, la question D, c'est d'expliquer ce qu'est un effet de substitution. Alors, je pense que vous savez peut-être déjà, ceux qui ont fait la micro peut-être le savent. Donc, un effet de substitution, c'est le fait de substituer un bien par un autre bien. C'est-à-dire que dans votre manière de votre consommation, vous aviez l'habitude de consommer peut-être des McDonald's et après le prix des McDonald's a augmenté et alors vous essayez de tourner vers A&W. Donc, vous consommez maintenant A&W en lieu et place donc de McDonald's. Donc, A&W a substitué McDonald's. Donc, c'est ça aussi la substitution, c'est le fait de remplacer un bien de consommation par un autre bien. C'est ça la substitution. Okay? Alors, ça va nous entraîner dans la question E qui dit entre les périodes 1 et les périodes 2 et la période 2, quelles substitutions peuvent avoir lieu? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, à vous de donner quelque chose et puis d'expliquer pourquoi. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'on a vu que le prix des voitures ont baissé beaucoup, alors que le prix des bagels a augmenté de 100%. Okay? Donc, ce qui peut se passer, c'est que les gens peuvent avoir tendance à ne pas consommer les bagels pour aller consommer que des voitures. OK? Ouais, Daniel, vas-y. Non, c'est théorique, ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, ce n'est rien d'autre que de la théorie parce que ce ne sont pas vraiment des biens substituables. Quoi, parce que c'est pour ça que moi, dans mon exemple, j'ai pris donc McDonald's et puis A&W. Donc, le concept n'est pas valable quand même pour une voiture et puis des pains parce que quoi que le prix des pains augmente, on en a besoin. Donc, c'est vraiment de la théorie. Donc, le concept est que le prix de certains biens diminue et puis le prix d'autres biens augmente. Donc, on va laisser tomber les biens dont le prix augmente et puis on va consommer les biens dont le prix diminue. Bien entendu, il faut que ces biens soient quand même substituables. Okay? On ne peut pas remplacer l'irremplaçable. Okay? Donc, c'est ça l'idée. Donc, quelqu'un d'autre peut dire aussi que le prix des voitures, le prix des pains a augmenté de 100%, alors que le prix des saumons a augmenté de 20%. Donc, bon, les gens auront tendance à venir consommer plus le saumon et à laisser tomber les pains. Mais bon, écoutez,
On ne sait pas si les gens vont aller beaucoup plus vers les voitures ou bien vers les saumons, donc c'est rien d'autre que de la théorie. Donc, l'idée ici qu'on veut vous faire paraître, c'est que le prix de certains biens diminue et le prix de certains biens augmente. C'est ça qui est le plus important ici. Le prix de certains biens diminue et le prix de certains biens augmente, donc ça va entraîner une certaine déviation des ménages vers les biens qui coûtent moins cher. Okay. C'est pas définitivement dans ce que vous venez d'expliquer, mais mettons, un bien qui augmente généralement, c'est pas parce qu'il y a une énorme demande pour ce produit-là et donc le prix va devoir augmenter parce qu'il y a une quantité limitée. Et donc, par conséquent, il y aurait plus de personnes qui veulent en consommer et donc plus de consommation. Comme à l'inverse. En général, si ce bien est substituable, s'il est substituable, quand le prix augmente, ils vont aller vers... Ok, s'il est substituable. Oui, c'est ça. J'avais en tête le prix de l'essence. C'est un peu différent à cause de l'OPEP, mais... c'est ça. Vu que ce n'est pas un bien substituable, le prix va augmenter avec la demande. Oui. Ok, je comprends. Mais s'il est substituable, mettons par l'éthanol ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, ça aurait été une Exactement. Okay. Donc, quand c'est substituable, on peut se procurer de ce bien-là d'une autre manière, mais il y a certains biens vraiment qui sont des biens qu'on ne peut pas remplacer. Ce qui fait que cette théorie de substituabilité ne s'applique pas à ces biens-là. Je comprends. Parfait, merci. Ok. Alors, la question petit f aussi, c'est vraiment dans cette même optique. Quelles sont les implications de E sur le calcul de l'indice de prix? Okay. Donc, dans le cours, pour calculer l'indice de prix, il faut aller regarder le panier de consommation donc, du ménage du Canadien moyen. Donc, quels sont les biens qui sont le plus consommés et quels sont les différents poids vraiment de chaque bien. Donc, vous voyez, quand les gens consomment beaucoup plus les bagels, les pains, et puis d'un jour à l'autre, je vais arrêter avec les bagels et puis les voitures. Je vais prendre des biens qui se ressemblent. Les gens ont l'habitude de consommer beaucoup plus je sais pas, les habits et tout. Et puis d'un jour à l'autre, les marques de, je sais pas, certaines marques, Tommy Hilfiger, le prix a augmenté énormément. Donc les gens vont peut-être aller vers Crocodile. Donc c'est des biens qui peuvent être substitués. Et pour ces biens-là, donc le poids que Tommy Hilfiger avait au départ, donc en 2020, parce que les gens en consommaient beaucoup, Tommy Hilfiger n'a pas ce même poids-là dans la consommation des ménages en 2021 parce que beaucoup de personnes ont laissé tomber ce bien pour se tourner vers un autre bien. Et donc, le poids de ce nouveau bien va peser encore plus lourd dans le panier. Donc, il faut réajuster aussi le poids chaque année. Donc, la dernière question, c'est de juste pour vous dire qu'on ne peut pas conserver le même poids chaque période pour calculer l'indice de prix. On risque de se tromper parce que les ménages n'ont pas les mêmes habitudes de consommation chaque année en tous les biens. Il y a certaines années où ils consomment beaucoup plus certains biens, il y a d'autres années où ils consomment moins ces biens-là. Donc, quelles sont les implications? C'est qu'on va surestimer l'indice de prix si on conserve le même poids. Donc, il faut ajuster le poids pour chaque bien. OK. Donc, je pense que les réponses, il n'y a pas de confusion dans les réponses, d'accord? Donc, étant donné les changements de prix, la consommation des voitures va augmenter et celle des bagels va baisser. Et les poids utilisés dans le calcul de l'indice de prix donnent trop de poids aux bagels et pas assez aux voitures. On surestime donc l'indice de prix. Bon, parce que les poids ont changé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller vers les voitures. Donc, le poids des bagels va diminuer et le poids des voitures devrait augmenter. Ce qui n'a pas été le cas si on conserve ces mêmes poids. Okay. C'est bon pour la question petit 1 pour tout le monde? Ok, c'est parfait. L'exercice 2, qui est très important aussi, très important, la théorie quantitative de la monnaie. Ok, dans cette partie, on va essayer de voir un peu de calcul aussi. Donc, je vais vous donner la formule okay, que vous devez maîtriser parce que ça vous sera demandé. Donc, la théorie quantitative de la monnaie veut dire que la masse monétaire fois la vitesse de circulation, j'en ai parlé la dernière fois, égale au prix fois la production. Donc ça, tout le monde devrait pouvoir garder ça en tête. Okay, je vais l'expliquer pour vous aider à garder ça. La dernière fois, j'avais dit que la monnaie peut être créée par la Banque centrale dans le but d'augmenter la quantité de monnaie dans l'économie ou bien de diminuer la quantité de monnaie. Et quand j'avais expliqué aussi que
quand la monnaie passe d'une main à une autre main rapidement, ce que cela entraîne, c'est que la masse monétaire va augmenter. Donc, si la masse monétaire augmente et qu'il n'y a pas d'activité réelle, ce qui va se passer, c'est que ça va se traduire par une inflation. Je m'explique. Prenons par exemple une économie où donc le salaire minimum était donc de 15 $, je supposais comme ça. Et puis d'un jour à l'autre, la Banque centrale a créé vraiment beaucoup de billets. Et supposez qu'on a donné ça, on a distribué aux ménages sans qu'ils aient à travailler. Donc, on distribue à chaque ménage. Tout le monde reçoit $1 million, $1 million, $1 million, donc auprès donc, du gouvernement. Donc, chaque ménage a au moins $1 million sur son compte. OK. Maintenant, de vous à moi, est-ce que vous pensez que quelqu'un aimerait travailler à 12 $ l'heure avec qu'il a $1 million sur son compte? Ce serait difficile. Et pensez-vous aussi que quelqu'un aimerait vendre un produit sur lequel il va faire un chiffre d'affaires de, je sais pas, dans la journée peut-être de 150 $ ou bien, je veux dire, un revenu de 300 $ ou bien 500 $ la journée, ça, il est millionnaire, donc 500 $ la journée, bon, ça ne veut pas dire beaucoup de choses. Donc, les négociations vont être revues à la hausse. Les travailleurs vont vouloir un salaire plus élevé et les producteurs même vont vouloir vendre plus cher parce que l'argent n'a plus de valeur en tant que tel. Donc, quand vous voyez, quand l'argent est abondant, quand la quantité de monnaie est assez grande, ce qui va se passer, c'est que l'argent perd sa valeur. On va voir plus tard que le prix de l'argent, qui est le taux de change, ça va vraiment baisser. Et ce qui s'entraîne particulièrement dans l'économie, c'est que le prix des biens va grimper s'il n'y a pas d'activité. Okay? Et cette formule nous explique cela. Ça, c'est la masse monétaire. Supposez que on a juste mis 100 $ dans l'économie. Donc, la vitesse de circulation, d'après donc le cours précédent, on a vu que la vitesse de circulation peut amplifier la quantité donc, de monnaie dans l'économie. Donc, quand la vitesse de circulation est assez grande, donc la quantité de monnaie aussi va être multipliée. Donc, ça, c'est l'offre totale. Okay? On peut prendre ça comme l'offre totale de la monnaie. Okay? Donc, ça, c'est la masse monétaire. Ça, c'est la vitesse de circulation. Donc, vous avez ça ici. Et puis, il faut que tout ceci soit égal au PIB réel multiplié par le prix. Donc, le prix fois le PIB réel, ça va vous donner le PIB nominal, okay, bien entendu. Donc, le prix fois le PIB nominal. Donc, on va voir dans tous les exercices comment ce que je viens d'expliquer peut être observé. Okay? Donc, dans cet exercice, si vous comprenez bien, vous allez répondre déjà à presque toutes les questions qui vont venir sur le... Bon, bien entendu, avec l'exercice 1, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions qui vont venir sur la théorie quantitative de la monnaie et tout le reste. Okay? Donc, on peut vous donner la formule, puis on va vous dire de dire tous les éléments. Donc, le M représente quoi, le V représente quoi, le P représente quoi, le Y représente quoi. On peut vous demander d'écrire et de choisir la bonne formule. Donc, on va mettre peut-être une formule dans laquelle on met ça, M fois P égale V fois Y. Donc, on peut mettre ça aussi. Donc, à vous de choisir ce qui est la bonne formule. Donc, il y a toutes sortes de manières de poser la question. Donc, il faut juste savoir ce qui est vrai et la comprendre. Alors, la question, ici, c'est d'écrire l'équation. Donc, c'est ce que j'ai écrite. Et la question petit b, c'est de réarranger l'équation quantitative en A. OK? Oui. J'ai écrit dans mes notes, là, MT, dans le fond, c'est égal à la M1. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je me suis noté de vous poser la question. Oui, c'est vrai. C'est vraiment M1, c'est jamais M2 ou M0. Le MT, c'est toujours la monnaie en circulation plus dans les dépôts. Oui, ce M, oui. OK. Donc, ça représente la masse monétaire M1. Tout à fait. Okay. Ça représente la masse monétaire M1. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Le reste, c'est le résultat pour moi. Merci. Tout à fait. OK, donc le petit b, c'est de réarranger l'équation, cette équation, afin de préciser la répercussion de M, de V et de Y sur le niveau des prix. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il faut exprimer P en fonction donc, de tous ces autres agrégats.
Donc, on veut voir la répercussion donc, de M sur P. On veut voir la répercussion de V sur P. On veut voir la répercussion de Y sur P. Donc là, ce que vous devez faire, c'est juste de ramener le Y en bas ici. Et vous aurez P égale M fois V divisé par Y. Donc, vous voyez ici que si le M augmente, le P aussi va augmenter. Bien entendu, si les autres n'ont pas bougé. Si V augmente, bien entendu, P va augmenter si les autres n'ont pas bougé. Si le Y augmente, donc le P aussi va diminuer, okay, si les autres n'ont pas bougé. Mais supposez que la masse monétaire a augmenté et puis le Y aussi a augmenté. Donc, ça peut stabiliser le prix aussi. Okay. Si les deux augmentent de la même manière. Alors, petit c, on va passer maintenant au taux de croissance. Donc, exprimer le taux de croissance des prix dans l'économie en fonction du taux de croissance de M, de V et de Y. Donc, on va utiliser cette fameuse formule qu'on a vue toujours donc, dans le rappel mathématique. Le taux de croissance de P va être égal alors à le taux de croissance de M plus le taux de croissance de V moins le taux de croissance de Y. OK? Donc, ça, c'est la version vraiment de la version taux de croissance donc de la théorie quantitative de la monnaie. Donc, à partir de là, on peut avoir ça aussi. Bon, bien entendu, on peut vous demander de trouver aussi le taux de croissance de M en fonction donc des autres. Donc, c'est à vous de pouvoir exprimer l'un en fonction des autres. Alors là, on va poser quelques questions qui sont importantes pour vous. Donc, vous devez garder ces choses-là en tête pour pouvoir avancer. C'est ça, on dit, quelle hypothèse fait-on en général sur la croissance de la vitesse de la monnaie? Donc, c'est comme, vous ne pouvez pas réfléchir pour trouver ça, vous devez le savoir. Okay? Il y a des choses, même si vous ne le savez pas, vous pouvez réfléchir pour le faire. Mais ici, c'est quoi l'hypothèse qu'on fait? Il faut le savoir pour pouvoir le dire. C'est qu'on fait l'hypothèse que le taux de croissance de la vitesse de circulation est nul. C'est-à-dire que la vitesse de circulation reste constante. Okay? Elle est la même donc vraiment d'une année à une autre. Donc, on fait cette hypothèse-là, donc G de V égale à 0. C'est vraiment ça. Il faut le savoir. Okay? Alors, le petit E, c'est qu'est-ce que la neutralité de la monnaie? Quelle hypothèse fait-on sur la croissance du PIB réel pour obtenir cette neutralité? Donc là, on vous pose encore une autre question. Quelle hypothèse on fait sur la croissance du PIB réel? Donc, la croissance est nulle, donc constante. Oui, c'est ça. On suppose que... non, lui, ici, on ne suppose pas que la croissance est nulle, mais on suppose que la croissance est constante. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. C'est-à-dire pas que le PIB est constant, mais le PIB augmente, mais de manière constante. À croissance constante. Exactement. Okay. Donc, c'est ça ce qu'on fait d'abord. Mais il y a une autre question à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est qu'est-ce que la neutralité de la monnaie? La monnaie n'a pas d'impact sur les prix. Oui, donc ça, on parle du fait que la monnaie est neutre. Okay. La neutralité de la monnaie. La monnaie est neutre. Okay. Donc, j'essaie de vous aider à garder ça. La monnaie est neutre. Neutre, ça veut dire que elle n'a pas d'effet. N'a pas d'effet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous injectez la monnaie dans l'économie, ne vous attendez pas que ça va faire booster l'activité. Il ne faut pas s'attendre à ce que le fait qu'on donne de l'argent à tout le monde, ça va rendre le pays riche ou bien ça va rendre les gens productifs. Non, ça ne va rien produire. Tout ce que ça va entraîner, c'est qu'il y aura des millionnaires affamés. Je pense que vous l'avez vu dans les diapositives. Effectivement, si vous connaissez le pays comme le Zimbabwe, il y a des millionnaires qui n'arrivent même pas à acheter une petite orange, quoi. Parce que Robert Mugabe a vraiment fabriqué de la monnaie pour son utilisation. Donc, une fois qu'il fabrique, que ça rentre dans l'économie, tout le monde possède la monnaie et après, bon, la monnaie n'a plus de valeur. Donc, les gens entassaient de la monnaie, les gens peuvent prendre des kilos de billets pour aller acheter du thé. Donc, ça fait que la monnaie est vraiment neutre dans l'activité réelle. La monnaie n'a pas d'impact sur le PIB réel.
OK? Tout ce que la monnaie permet de faire, c'est que ça va augmenter les prix, l'inflation. Monsieur, Mhm. là, vous parlez de PIB réel, mais tantôt, je vous ai entendu dire que dans l'équation, là, la première que vous avez présentée, c'était le PIB nominal, c'est ça? Ici, Voilà. oui, le P fois Y. Le P fois Y, le Y, c'est la production nominale et non réelle. Non, le Y, c'est réel. Le P fois Y va être nominal parce qu'on a multiplié par le prix. Ah, voilà, OK, je comprends. Donc, le P fois Y est nominal, mais le Y est réel. Tout à fait. OK. OK. D'accord, donc on va y aller. La question suivante, c'est... La question qui suit, c'est de supposer que le taux de croissance du PIB est de 3%. Quel est le taux de croissance de la quantité de monnaie en circulation? Non. Quel taux de croissance de la quantité de monnaie en circulation doit viser la Banque centrale pour avoir une inflation de 2%? OK. Donc, je vous dis que la Banque centrale, avec ses politiques, donc soit de diminuer la quantité de monnaie dans l'économie en émettant, en vendant des obligations, OK, et puis augmenter la quantité de monnaie en achetant des obligations ou bien en accordant des prêts aux banques commerciales. Et ces activités-là, pourquoi elle le fait? C'est dans le but de maintenir un niveau d'inflation assez régulier ou assez constant, pas trop élevé, mais pas une inflation négative non plus. Donc, le but de la Banque centrale, c'est de maintenir un certain niveau d'inflation. C'est pour ça que vous allez voir dans les politiques de la Banque centrale, ils annoncent déjà le niveau d'inflation qu'ils visent, okay? Le niveau d'inflation visé pour l'année. Et donc, dans cet objectif d'atteindre ce niveau d'inflation, elle va se baser sur cette formule M fois V égale à P fois Y pour essayer de voir quelle est la quantité de monnaie à, à ajouter ou bien à diminuer pour maintenir ce niveau d'inflation, puisqu'elle sait que une augmentation de la monnaie va se répercuter sur le prix. Et donc, si je veux atteindre une inflation de 2%, qu'est-ce que je dois faire au niveau donc, de la masse monétaire? Donc, il faut juste encore retourner dans cette formule, M fois V égale à P fois Y. Donc là, dans cette formule, c'est qu'on vous dit que le GP c'est quoi? C'est le taux de croissance du prix. C'est ça qui est 2%. Le GY, vous le savez, c'est ça qui est 3%. Le GV, on a dit que c'est 0. Donc, on veut le GM. Quel sera le taux de croissance donc, de la monnaie? Donc, le taux d'inflation est égal GM moins GY. Donc, on peut exprimer le GM. Okay? Le GM, ça va faire GP moins plus GY. Okay? Donc, ça va faire 2% plus 3%, ça fait combien? 5%. Donc, la Banque centrale doit pouvoir augmenter la quantité de monnaie dans l'économie de 5%. Donc, elle va passer par tous les moyens, soit en achetant des obligations, soit en accordant des prêts aux banques commerciales, soit en subventionnant beaucoup d'activités, dans le but vraiment donc de mettre donc de la monnaie dans l'économie. Donc, dans un montant de 5%, elle ne va pas vouloir dépasser. Okay? Donc, c'est ça l'objectif de la Banque centrale. Donc, toute l'année, c'est ce qu'elle va essayer de faire, régulariser et tout ça. Okay? Donc, connaissez bien cette formule et puis sachez manipuler cela. C'est-à-dire que si vous voulez le taux de croissance du prix, ça fait le taux de croissance de M plus le taux de croissance de V moins le taux de croissance de Y. Si vous voulez le taux de croissance de M, donc vous pouvez balancer les autres de l'autre côté et l'avoir. Donc, ça vous permet donc de manipuler tout ce que vous voulez. Okay? Donc, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je pense que c'est la dernière question. J'en ai une sur la Banque centrale. Oui. C'est elle qui dicte aussi le taux d'intérêt hypothécaire? Comme récemment, avec la crise, là, ils ont descendu les taux d'intérêt, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent, donc un taux d'activité plus élevé.
Tout à fait. Oui, Donc, OK. je pense qu'on va voir ça donc, dans le thème, je ne sais pas si c'est le thème 8 ou le thème 9, mais on va voir ça effectivement. Donc, c'est la même politique. Regardez, vous savez que le taux d'intérêt, juste pour vous donner un peu de l'eau à la bouche, c'est que le taux d'intérêt, c'est un peu comme le prix aussi donc, de la monnaie. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de personnes qui veulent emprunter, c'est que les banques sont en position de force. Et le taux d'intérêt va augmenter. Mais si les ménages, personne ne veut emprunter, tout le monde veut épargner, ben, là, les banques vont inciter les gens à emprunter en donnant des taux assez faibles. Donc, OK. il y a une question de l'offre et de la demande au niveau donc, du marché de l'emprunt ou bien des prêts. Donc, ce que la Banque centrale fait, elle ne dit pas directement, hé, banque commerciale, je veux que vous fassiez 1%, mais elle les oblige à le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va éjecter de la monnaie dans l'économie. Et quand elle éjecte, ou bien elle fait beaucoup de prêts aux banques commerciales, elle peut dire simplement que, OK, les banques commerciales, moi, je vous prête à 0%. Donc, toutes les banques vont prendre. Et là, quand elles en auront dans leur réserve, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles seront obligées aussi de prêter aux ménages, maintenant, à un taux plus bas. Maintenant, si la Banque centrale décide, par exemple, de dire, oh, ben, je vais prêter aux banques commerciales à un taux de 10%. Mais quand les banques vont prendre la monnaie ou bien les billets chez la Banque centrale au taux de 10%, elles ne vont pas les prêter à moins de 10%. Elles vont forcément aussi faire un petit bonus là-dessus. Donc, indirectement, la Banque centrale a augmenté le taux d'intérêt sans pour autant dire aux banques centrales de le faire. Donc, exactement cette politique de manipulation aussi, donc, quand je dis manipulation, ce n'est pas le fait de contrôler, enfin, c'est contrôlé, donc, mais pas de manière méchante, mais c'est de manière pour pouvoir régulariser, réguler l'économie. Donc, la Banque centrale joue sur le taux d'intérêt qu'elle prête aux banques commerciales. On va voir ça. Donc, le taux auquel les banques prêtent aux banques commerciales sont différents du taux auquel les banques commerciales prêtent aux entrepreneurs. OK? Ce taux-là que la Banque centrale prête aux banques commerciales, c'est pas le taux directeur? Exactement. OK. Donc, c'est le taux directeur. Parce que c'est ce taux-là qui va diriger l'économie en quelque sorte. Donc, ce taux directeur vient pour déterminer dans quelle direction on va y aller. OK, c'est parfait. Donc, c'est la même chose. Vous allez voir, les choses vont se ressembler. Donc, que ce soit au niveau donc, du prix, de l'inflation, donc de la quantité de monnaie, que ce soit au niveau du taux d'intérêt, que ce soit au niveau du taux de change, parce que la Banque centrale joue aussi sur le marché international. Donc, sur le marché international, elle va vouloir soit que le dollar américain et le dollar canadien prennent de la valeur. Donc, pour cela, elle va essayer d'acheter sur le marché international tous les dollars américains. Donc, les dollars américains vont être dollars canadiens. Elle va acheter tous les dollars canadiens. Donc, les dollars canadiens vont se faire rares. Quand les dollars canadiens seront rares, donc ils vont coûter plus cher. Mais ce qui va se passer, c'est que parfois, elle peut essayer donc de faire sortir le dollar canadien pour rendre ça populaire sur le marché international. Et quand ça abonde, le taux de change va baisser. Donc, la Banque centrale peut aussi jouer sur le taux de change également. Donc, de la même manière, donc vous allez voir qu'il y a un fil conducteur. Si vous arrivez à saisir ce fil, vous n'allez pas casser trop la tête pour pouvoir faire l'exercice, vous allez gagner en temps. OK? Donc, je rappelle encore, maîtrisez cette formule-là et sachez comment est-ce que ça, on essaie de tourner, quoi. OK. Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, le déni 6, c'est aussi important. Ça permet juste de voir un peu donc, les relations qui existent entre prêteurs et emprunteurs pour voir, OK, pourquoi est-ce que il y a le taux d'intérêt réel et puis le taux d'intérêt nominal. C'est à cause de l'inflation. Okay. Donc, ici, on nous présente un exemple typique, vraiment très simple, qui permet de comprendre. C'est Sophie qui dispose de 100 $ et qui veut prêter ces 100 $ là donc, à Paul. Donc, ici, c'est pas Samuel et Guylaine. Hein. Donc, Sophie et Paul. Okay. Donc, Sophie dispose de 100 $ qu'il veut prêter à Paul au taux d'intérêt de 5%. Okay. Donc, si elle le fait, l'année prochaine, elle aura 105 $. Maintenant, on nous présente un tableau, c'est qu'un livre coûte aujourd'hui 1 $.
combien de livres peut acheter Sophie aujourd'hui avec les 100 dollars si elle voulait acheter ses livres? Et puis, en acheter 100, bien entendu. On ne va pas réfléchir. Donc, chaque livre coûte 1 dollar. Donc, avec 100 dollars, elle peut acheter 100. Maintenant, supposez que dans un an, elle a décidé donc de prêter ces 100 dollars donc à Paul. Donc, l'année prochaine, elle aura 105 dollars. Si dans un an, combien de livres si dans un an, le taux d'inflation est nul, donc il n'y avait pas d'inflation, ok? Combien de livres elle peut acheter? Donc, le prix serait toujours de 1 dollar pour un livre parce qu'il n'y a pas d'inflation. Donc, avec 105 dollars, elle peut acheter 105 livres, ok? Elle peut acheter 105 livres avec ces 100 dollars. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, si on suppose qu'il y a une inflation de 5%, donc ce qui va se passer, c'est que le prix du livre va passer de 1 dollar à 1,05 dollars. Okay. Si ça passe à 1,05 dollars, c'est que donc on sait qu'un livre, ça coûte maintenant 1,05 dollars. Combien de livres alors je vais pouvoir acheter avec 105 dollars? C'est 100 dollars, 100 livres, n'est-ce pas? Donc, elle ne peut plus acheter 105 livres. Elle va acheter maintenant 100 livres s'il y a inflation. Donc, l'inflation est exactement égale au taux d'intérêt qu'elle a prêté. Donc, c'est fait comme si elle a juste transféré sa richesse dans le temps. Rien n'a changé. Elle n'a rien gagné, elle n'a rien perdu. Mais s'il n'y avait pas l'inflation, elle aurait gagné parce qu'elle a pratiqué un taux d'intérêt qui est supérieur à l'inflation qui a eu lieu. Donc, elle a gagné quelque chose. Maintenant, cette fois-ci, on voit que l'inflation qui a eu lieu dépasse le taux d'intérêt. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une inflation de 10%. Donc, le prix va passer de 1 dollar à 1,1 dollar. Donc, avec 105 dollars, elle ne peut acheter que 95 livres. Du coup, c'est comme si elle a perdu 5 dollars. Elle a perdu 5 dollars, en fait. Parce que okay. Donc, elle a perdu cet argent-là en pouvoir d'achat. Oui, c'est ça. Elle a perdu vraiment ces 5 dollars à cause que l'inflation, il y a un pouvoir d'achat qui a augmenté. Donc, elle aurait dû anticiper que l'inflation serait de 10% et ne pas prêter à 5%. Donc, bien entendu, cette situation va arranger Paul parce que lui, il a emprunté à un taux plus faible que l'inflation. Donc, quand il y a une forte inflation, ce sont les consommateurs qui ont l'avantage si jamais le taux d'intérêt est plus petit que l'inflation. Donc, vous pouvez juste prendre cet exemple-là pour comprendre que s'il y a aussi une forte inflation, une faible inflation, ce sont les prêteurs qui bénéficient. Donc, c'est quelques diapos aussi que vous avez donc dans le cours. Donc, cet exemple-là vous permet vraiment de comprendre quelle est la position donc, de l'inflation par rapport au taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est plus petit que l'inflation, okay, ce sont les emprunteurs qui gagnent. Si le taux d'intérêt est plus élevé que l'inflation, bien entendu, ce sont les prêteurs qui gagnent parce qu'il y a un taux d'intérêt élevé. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que ça introduit une notion dans l'économie qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, c'est quoi? Réel. Donc, c'est ce qui change. C'est le taux d'intérêt. Nominal moins l'inflation. C'est ça. Oui. Nominal moins l'inflation. Donc, c'est réellement avoir. Exactement. Donc, en général, la négociation entre prêteur et emprunteur veut que ce taux d'intérêt réel soit nul. Okay. S'il est nul, personne ne gagne, personne ne perd. C'est comme ici. Excusez. Quand on a le taux d'intérêt, le taux d'inflation égal à 5%, le taux d'intérêt nominal égal à 5%, c'est que personne n'a gagné, personne n'a perdu, donc on a un taux d'intérêt réel égal à 0. Mais dès que le taux d'intérêt réel est positif,
c'est le prêteur qui gagne. Donc, parce qu'il a prêté à un taux plus élevé. Si le taux d'intérêt est négatif, le taux d'intérêt réel est négatif, c'est l'emprunteur qui gagne parce qu'il a fait, je ne sais plus. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que si vous faites cet exercice et puis vous réalisez la diapo, donc à l'approche des examens, vous faites l'exercice rapidement parce que vous avez déjà suivi, puis vous réalisez les diapositives en diagonale pour avoir quelques notions de définition. Vous êtes déjà prêt pour ce terme. Okay? Donc, ce qui est important, c'est la théorie quantitative de la monnaie et aussi la manière dont on calcule le taux d'inflation avec les différents poids de chaque bien dans l'économie. C'est tout. OK. Parfait. Donc, passez une bonne journée. Je vais saisir les notes. Bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent discuter donc, de leurs notes avec moi, ils peuvent m'écrire et puis on peut échanger. Okay. Monsieur, oui. S'il vous plaît, moi aussi, j'ai une question à propos de l'examen. OK. Juste pour la question numéro 13, c'est pas la même question. C'est pas la même question. Comment? C'est pas la même question pour tout le monde. Oui, pour moi, ça disait il fallait choisir la mauvaise réponse, la réponse qui est fausse. Voilà. C'est entre quoi? Il y avait beaucoup de réponses. Oui, ça dit le sujet. Parmi... Non, la question, oui. Ça dit qu'est-ce que l'exercice dit? La question elle-même, elle disait choisissez la réponse qui est fausse. Après, vous avez donné 4 réponses. Il fallait choisir celle qui est fausse. Oui, je comprends. Voilà. Mais c'est juste que je ne sais pas, en fait, parce que je pense qu'il y en a deux questions comme ça qui parlent de réponses fausses. Moi, c'était la question 13. Oui, je comprends que c'est la question 13 pour vous. Okay? Mais chez moi, la question 13, je vais vous la lire. La question 13, c'est par quel mécanisme une augmentation des réserves de banque accroît-elle la masse monétaire à M1? Non, ce n'est pas ça pour moi. OK, c'est laquelle? Moi, celle-là, c'était la 14 pour moi. Oui, c'est vous sur la question. Voilà, je voulais vous dire la réponse que j'ai donnée. Moi, j'ai choisi que ça parlait du Canada et que le Canada avait une très forte protection de l'emploi. Moi, j'ai dit que c'était faux. Alors que vous avez mis que c'était vrai, ça. Alors que pendant les notes de cours, c'était faux. Le Canada n'avait pas une très forte, très forte protection. Attends, oui, moi, j'ai dit que c'était pas vrai. Oui, s'il vous plaît. C'était pas vrai, alors que ça m'a mis que c'était faux. Alors que c'est pas vrai. Le Canada n'a pas une forte protection de l'emploi ni de l'employé. Okay, donc, quelle affirmation est fausse parmi les suivants? Okay? Voilà. Donc, les pays d'Amérique du Nord, comme le Canada, ont une politique forte de protection de l'emploi. Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est faux. Moi, j'ai mis celle-là. Vous m'avez mis faux. Genre, c'était vrai. C'est vrai, j'ai mis faux? Oui, oui. Oui, moi aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que j'avais vu aussi, j'avais vu que nous aussi avions choisi cette réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi ça alors. Donc, oui, parce que c'est faux. Ben, regardez, je vais vous montrer le corrigé. Okay. C'est ça la bonne réponse. Oui, justement. Moi aussi, j'ai choisi ça. Vous m'avez mis que c'était la dernière qui était juste, alors que ce n'est pas celle-là. Ça, par exemple? Alors que non. Oui, vous avez mis que... Non, pas celui-là. Vous avez mis que la corrélation, je ne me rappelle pas quelque chose. Ah, ça, par exemple? Ça, c'est faux. OK. Je pense que je vais juste changer sous Moodle la programmation. Vous savez que la réponse, vous choisissez, donc sûrement qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Bon, donc je profite en même temps pour vous présenter le corrigé. Okay? Mais moi, j'avais mis D sur cette réponse-là parce qu'il disait qu'au Québec, on avait 40% des Québécois étaient syndiqués. Donc, j'avais compris que c'était vrai que le fait que le Canada a une forte politique de protection de l'emploi. Le D, c'est où? C'est laquelle? Ça? Oui, moi, j'avais mis celle-là. Le taux de chômage est positivement corrélé au degré de protection de l'emploi
Parce qu'en fait, c'est la durée du chômage qui est positivement corrélée, non le taux de chômage. Voilà, c'est ça. Donc ça Donc, aussi, c'est faux. euh, le taux de chômage est positivement corrélé au degré. Ouais, ça aussi, c'est faux. Je pense que, Donc, je si, pense que si quelqu'un met la réponse B, dans le elle corrigé, est je juste. pense, exactement. Je pense que dans le corrigé, Frapper, je pense pas que c'est faux, ça. Ça fait référence à un graphique qui nous a montré dans les le taux diapositives. de chômage est Exactement, positivement. il n'y a pas de corrélation. Attendez, le taux de Voilà. chômage est positivement corrélé au degré de protection de l'emploi dans les vrai. pays. Ah oui, dans les pays occidentaux. C'est pas au Canada. Oui, Ouais. ça c'est vrai. Ça, c'est occidentaux, qui n'est pas au Canada. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Par contre, moi, c'était ça la réponse qui était fausse dans les réponses que j'ai eues moi. Parce que moi, j'ai mis la B et il m'a mis que c'était faux et que la bonne réponse, c'était la D. Alors que c'est faux. La Ouais. bonne réponse, normalement, c'est la B parce que c'est le Canada qui ne protège pas les emplois. Je vais corriger dans le modèle. Mais je pense que c'est juste très ambigu comme question, là, sincèrement, parce que justement, le fait que 40% des Québécois sont syndiqués, moi, ça m'indique une forte politique de protection de l'emploi. Oui, c'est ça, en fait. Vous m'avez induit un peu en erreur. C'est pas les pays d'Amérique du Nord, quoi. C'est occidentaux. Donc, comment je vais dire? Là, je parle pour le B. Ah, OK, pour le B. Les pays d'Amérique du Nord, comme le Canada, ont une politique forte de protection de l'emploi. De l'emploi. Mais c'est faux. Il y a même dans les notes de Oui, cours, dans le nord du il y a, cours, on a Ouais, dit, ça il y a paye peu de pas protection. aux États-Unis, là. Ça on a parle dit vraiment- que on a dit qu'il n'y a pas de politique de protection ni de l'employé, ni de l'emploi assez forte dans les Il y a- pays du Canada, enfin, de l'Amérique du Voilà, Nord. comme les États-Unis. Voilà, Canada et États-Unis sont un peu pareils, mais l'Occident, il protège beaucoup plus les Voilà. emplois. L'Europe. Oui, C'était l'Europe par rapport à l'Amérique du Nord. c'est ça. Exactement. Voilà, exactement. Donc, pour les gens qui ont mis la réponse B, est-ce qu'ils vont avoir le point ou… Oui, Lydie, ils vont avoir le point. OK? Maintenant, bon, je vais voir pour les autres. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner parce que ça, c'est les pays Normalement, occidentaux. ça, c'est juste. Oui, c'est Voilà. ça. Mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Parce que c'est en quoi le taux de. Peut-être que j'ai sûrement mal compris les notes de cours, mais pourquoi le taux de chômage est relié directement à la protection de l'emploi? Moi, je pensais que c'était la durée du chômage qui était bien reliée. Oui. Ben, moi, si je peux. En fait, ça fait référence à un graphique là, qui ont parlé. C'est ça. C'était les deux graphiques. Il y en avait un que le nuage de points était éparpillé, puis l'autre était en pente positive. C'est le ça. taux de C'est-à-dire que le constat qu'on a fait, c'est que dans les pays qui sont les pays qui ont le taux de chômage plus élevé, ces pays-là aussi protégeaient beaucoup plus l'emploi. Donc, il y avait une corrélation positive. Mais je pense que, je ne sais pas, je pense que je devrais, dans les trucs, je devrais donner un point ou bien demi-point à cela. C'est assurément que quand je codifiais, il y avait cette erreur, en fait, donc je pense que la dernière fois même, je vous disais qu'il y a certaines réponses où j'ai donné demi-point parce que je sais que ça va vous prêter confusion. Donc, quand les gens choisissent ça, c'est possible que, OK, ils sont sur la voie, OK? Ça se comprend. OK? Donc, je vais voir, je vais remettre le point ici. OK? Et puis, je vais laisser ça. OK? Parce que ici, il dit que le taux de chômage, OK, c'est la durée de chômage. Donc, quelqu'un qui pense à la durée de chômage, c'est vrai. Mais le fait qu'on a ajouté les pays occidentaux, ça fait toute la différence. Parce que si on n'avait pas ajouté les pays occidentaux, là, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Okay? C'est ça, il n'y a pas de corrélation. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de corrélation. C'est seulement vrai dans les pays occidentaux. En fait, c'est un piège parce que même moi, je ne l'ai pas eu parce que je croyais que c'était D qui était faux, parce que c'est ce que j'avais marqué dans mes notes. Mais en supposant qu'on parle des pays occidentaux, on englobe plusieurs pays, puis l'affirmation est bonne. Quand on parle de c'est-tu l'OCDE, je me trompe? Oui, les pays occidentaux, c'est juste l'Europe, en fait. Ah, OK. Je pense que c'est peut-être ça qui a dérangé beaucoup. Donc, de toute façon. Parce que normalement, occidentaux, c'est pas juste l'Europe.
Ok, je vois. Donc, quand on dit les pays occidentaux, c'est l'Occident, l'Ouest. C'est l'Occident, l'Orient et bon, c'est ça, c'est ça. Ça comprend les pays d'Amérique du Nord. Ouais, ok. Exactement. C'est ça qui, moi aussi, qui m'a mêlé. Le Ok, fait que ce soit les pays occidentaux. d'accord. Je vais mettre le point ici, ok? Donc, ne vous affolez pas. Ok, donc je vous Je présente sais tout que en c'est la fait. même chose que là, j'ai marqué D. Ouais, je vais vous présenter tout le corrigé. Donc, ici, c'est inactif. Est-ce que vous, vous êtes correct avec ça? C'est inactif. Donc, et puis ici, on ne peut pas calculer le taux d'emploi. Ok? Parce que comme vous voyez bien, le taux de chômage n'est pas 10%. Si vous essayez de calculer, le taux d'activité n'est pas ça, le taux d'emploi n'est pas ça, parce qu'on ne peut pas le calculer. Ok? Et puis ici, il y a deux indicateurs qui sont vrais. Il y a la population en âge de travailler, parce qu'on vous a donné la population active et on vous a donné la population inactive. OK? OK. Ça, je l'avais pas compris, par contre. Ouais. Avec la population. Je ne sais pas si j'avais mis le point sur un point aussi. Non, vous n'avez pas mis. Sur un point, ça m'a mis faux. Ouais, non, c'est clair que ce n'est pas la bonne réponse. Parfois, vous pouvez ne pas avoir la bonne réponse, mais vous avez des points. OK? OK. Parce que moi, ça m'a mis faux. J'ai Oui, mis oui, 13. je sais ça. Je sais que la bonne réponse est 2, OK? Mais je me disais que, OK, il y en a qui peuvent penser que, c'est quoi je pensais? Pour le taux de chômage, c'est sûr que c'était pas ça. Ça, c'était certain. Oh oui, ça c'est faux, ça c'est On sûr. dit 9,4. OK, ça aussi c'est faux. Maintenant, le truc, c'est que je sais que il y en a qui peuvent penser que dans la population en âge de travailler, enfin, non, dans les inactifs, il y a aussi des personnes qui ont qui n'ont pas l'âge de travailler. Enfin, je vais penser à quelque chose comme ça. Ouais, Donc, c'est ça. Je pense pas qu'on avait jamais utilisé ce terme-là, inactif. Là. le terme inactif, c'est dans je pense que c'est dans les diapositives. Donc, je sais que j'avais mis demi-point sur ceux qui vont avoir le 1, comme ça, quelque chose comme ça. Donc, on verra bien. Attendez, je vais m'assurer que donc, la question. Vous donneriez un demi-point pour la personne qui a mis un seul indicateur? Ouais. OK. Ah, c'est ma réponse. La mienne aussi. OK. OK. Avez-vous Voilà, donc, reçu mon message, M. Comla? Oui. Oui, c'est ça, je l'ai reçu. OK. On peut en parler plus tard. OK, oui. C'est ça. Donc, le petit B, donc c'est ça, c'est le 2 il y a deux indicateurs qui sont corrects. Ça, c'est non négociable, c'est 1,5, à moins que, bon, c'est non négociable. Ici, c'est manque d'information. Attends, je pense que, ouais, quelque chose, non. Il n'y a pas de communication entre les employeurs et les chômeurs. Ouais, je ne sais pas si j'avais ajouté ça aussi, demi-point, je ne sais pas, absence de perspective d'emploi dans la zone. Ouais, j'avais ajouté demi-point ici aussi. Parce que je ne sais pas comment est-ce que certains vont comprendre ça, absence de perspective d'emploi dans la zone habitée. Autrement dit, ben, supposez Ça, c'est que plus vous êtes... structurel. Oui. Ça, c'est plus structurel. Ouais, ça sonne clair pour moi aussi que c'est structurel, mais peut-être qu'il y a ambiguïté pour certaines personnes. Oui, parce que je me dis que, vous voyez, quand vous habitez Montréal et que vous êtes qualifié vraiment pour travailler et que votre emploi existe à Laval, par exemple, ben, c'est pour ça que je me dis, je ne sais pas comment chacun va comprendre vraiment la zone habitée. Donc, celui qui prend ça, je sais que je lui avais donné 0,5. Okay? Mais c'est ça qui est la bonne réponse. L'avez-vous déjà programmé comme ça? Pardon? Est-ce que vous l'avez programmé le test déjà pour donner 1,5? Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais programmé. Mais je vais juste encore vérifier. Vu que je vais juste vérifier. Mais je prends note encore. OK, ben juste la référence sur la population active, la question qu'on a vue juste avant. Là, exactement, c'est ça, la population active. Celui-là, il n'avait pas été programmé de cette façon-là. En tout cas, de ce que je peux voir, là, moi, j'ai une note de ici, 0. Hein? OK. J'ai une note. Moi aussi, j'ai eu 0. OK, c'est parfait. Alors, donc, regardons ensemble ici la politique de l'État visant à favoriser la formation adresse quel type de chômage? Donc, c'est le chômage structurel. C'est non négociable. Quelle affirmation est fausse parmi les suivantes? Voilà, OK, c'est ce qu'on vient de faire. Donc,
option 7. Et puis, oui, ça c'est non négociable. La masse monétaire dans une économie dépend donc des dépôts directs et de la quantité de billets et pièces en circulation. OK? Dans une économie fictive, on dispose des statistiques suivantes. On vous donne tout et tout. Donc, quelle est la masse monétaire M1? Donc, ça fait M0 plus les dépôts. OK? Il faut laisser tomber les réserves et les comptes épargne. Après, on suppose que la Banque du Canada prête 150 milliards de dollars à la Banque A. Ce que ça va faire, c'est que qu'est-ce qui est faux? OK. Donc, qu'est-ce que je raconte? La base monétaire augmente. C'est pas censé être C. Ouais. Je pense que le M1, le montant des billets. Oui, c'est D, excuse-moi. C'est D. C'est M1 qui augmente. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ce l'autre-là. Parce que ça, c'est vrai. OK? Puisque tout ce qui vient de la Banque centrale vers la Banque A, c'est que c'est les réserves qui vont augmenter. Donc, les réserves vont augmenter. Donc, si les réserves vont augmenter, c'est que la base monétaire aussi va augmenter. Si la base monétaire a augmenté, bon, on sait que les montants des billets et pièces en circulation sont inchangés. C'est vrai aussi. Mais le fait de dire que la masse monétaire M1 augmente, c'est faux. Je ne sais pas si j'ai mis... Oui, c'était correct. C'était correct de le corriger. C'est correct sur le modèle, OK. Alors ici, quand on retire 100 $ pour régler... donc, il n'y a rien qui change au niveau de M1. Et puis le M0 ne diminue pas non plus. C'est le M0 qui augmente, OK? C'est parfait. Alors, par quel mécanisme, en fait, une augmentation des réserves des banques accroît-elle la masse monétaire? Est-ce que c'est les dépôts de la banque auprès de la Banque centrale? Non. Les opérations de la Banque centrale sur le marché intermédiaire? Non. Les prêts accordés par les banques aux particuliers, aux entreprises? Oui. OK? Parce que quand la Banque centrale commence à utiliser ses réserves, c'est là que la masse monétaire M1 va augmenter. Donc, ici, le 14, ça diminue. OK? Et le multiplicateur est 2. Voilà, donc je pense que je vais régler le reste et puis... OK, donc ceux qui ont 13 vont avoir 14, 14,5, 14 pour certains, hein, parce que j'avais vu les notes de certains. OK, OK, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations sur ça? C'est tout. C'est clair Pour moi, c'est tout. Merci beaucoup, bonne journée. OK, donc c'est parfait. Merci, bonne journée. Bonne semaine, monsieur. Ouais, bonne semaine. Amen. Oui. Je comprends pas pourquoi ça l'a pas enregistré, parce que j'avais écrit avant que la petite bande rouge, là, c'était... je comprends pas, je sais même pas si j'ai la bonne réponse, en fait. Là. Donc, ça ne l'a pas du tout enregistré. Bon, je vais non, regarder, ça l'a pas enregistré du tout. je vais regarder vos tentatives, et puis si c'est ça que vous avez choisi, je vous donne le point. OK. OK. C'est parfait. Donc, disons, je vais essayer de travailler ça dessus dans la soirée, OK? Parfait, merci beaucoup. OK, bye bye. Bye bye.